Merci. On va enchaîner par la deuxième partie du cours. Donc, vous aviez vu avec Dr Yeng la partie concernant le diagnostic du cancer bronchopulmonaire. Et avant de traiter tout cancer, toute tumeur maligne, il faut commencer par un bilan préthérapeutique. Donc, ce bilan préthérapeutique fait appel à un bilan d'extension locorégionale et à un bilan d'extension métastatique. Est-ce que l'un de vous peut me dire ce qu'on veut dire par extension locorégionale? Extension médiastinale. Pour le cas particulier du cancer pulmonaire, il y a une possibilité d'une extension médiastinale, oui. Locorégionale, la terminologie locorégionale et métastatique. Locorégionale, ça sous-entend qu'il y a une extension où là, on parle dans le cadre général, pas pour le cancer bronchopulmonaire en particulier. Locorégional, ça veut dire qu'il y a une extension tout autour de la tumeur ou bien une extension régionale ganglionnaire qui va intéresser les aires de drainage ganglionnaire liées à l'organe atteint. Pour le poumon, quelles sont les aires de drainage ganglionnaire préférentielles pour le poumon? Pariétale, médiastinale. Médiastinale, j'ai entendu l'autre site. Pariétale. Pariétale. C'est-à-dire dans la cage thoracique, dans les côtes, les pleurs. Dans la cage thoracique, mais pour le poumon se draine dans le île, tout d'abord, le île pulmonaire, où il y a un conglomérat de vaisseaux, artères, veines, et bien sûr, vous savez que les ganglions vont suivre le chemin des vaisseaux. Donc, au niveau hilaire, par la suite médiastinale, et il y a une troisième aire de drainage lymphatique pour le poumon, c'est au niveau des creux susclaviculaires. Au-delà de ces sites, on parle d'une extension métastatique. Par exemple, si on a un patient qui se présente avec une adénopathie cervicale haute au niveau des aires jugulo-carotidiennes hautes, ou bien au niveau des inguinales, des aires ganglionnaires inguinales, on considère que c'est une atteinte métastatique et non pas une atteinte locorégionale. Donc, pour toute tumeur maligne, il faut un bilan d'extension locorégionale et un bilan métastatique pour pouvoir classer la tumeur et pouvoir indiquer le traitement adéquat. Donc, on va voir brièvement la classification PNM 2018 pour les tumeurs pulmonaires, mais il faut que vous sachiez que cette classification n'est pas à retenir par cœur. C'est-à-dire pour les tumeurs malignes, c'est en général l'apanage du médecin spécialiste en oncologie qui va utiliser cette classification pour pouvoir traiter les patients. Donc, brièvement, T, c'est pour les tumeurs, pour l'extension tumorale, N, c'est pour les ganglions, et M par rapport à la présence ou pas de métastases. Pour les tumeurs qui sont classées T1, ce sont des tumeurs qui ont une taille inférieure ou égale à 3 cm de grand axe, qui sont entourées par la plèvre ou le poumon, sans atteindre des branches souches. Et on subdivise ces atteintes T1 en T1A, T1B et T1C selon la taille tumorale. Donc, pour les tumeurs inférieures ou égales à 1 cm, ce sont des tumeurs qui sont classées T1A. Pour les tumeurs T1B, ce sont des tumeurs qui ont un grand axe compris entre 1 cm et 2 cm. Et pour les tumeurs T1C, ce sont les tumeurs qui ont un grand axe compris entre 2 et 3 cm. Là, vous voyez un exemple d'une tumeur T1. C'est une tumeur dont la taille ne dépasse pas 3 cm et qui est enveloppée par la plèvre et le poumon. Pour les tumeurs T2, ce sont des tumeurs dont la taille est supérieure au T1. Ce sont des tumeurs qui ont un grand axe compris entre 3 cm et 5 cm. Ce sont des tumeurs qui envahissent un tronc de la branche souche et sans atteindre la carène. Ce sont aussi des tumeurs qui peuvent atteindre la plèvre viscérale ou bien des tumeurs qui donnent une atélectasie ou une pneumopathie obstructive lobaire du poumon atteint. Donc, ces tumeurs T2 sont subdivisées en T2A pour des tumeurs dont la taille est comprise entre 3 et 4 cm et des tumeurs T2B pour des tailles comprises entre 4 et 5 cm. Donc là, vous voyez une tumeur T2 qui atteint
une branche souche, mais elle est à distance de la carène. De même, une autre tumeur T2 qui atteint le parenchyme pulmonaire et envahit la plèvre, mais il n'y a pas d'extension ailleurs. Pour les tumeurs T3, ce sont des tumeurs dont la taille est comprise entre 3 et 7 cm, ou bien une tumeur qui atteint la paroi thoracique. Qu'est-ce qu'on entend par la paroi thoracique? De quoi est composée la paroi thoracique? Les côtes, les muscles, Oui. les plèvres ou les graisses, graisses thoraciques. C'est au-delà de la plèvre. Donc, comme vous l'aviez dit, ce sont les côtes, les muscles, la graisse qui composent la paroi thoracique. Donc, toute extension à cette paroi thoracique va classer la tumeur en T3. De même, les tumeurs qui présentent une atteinte du nerf phrénique, du péricarde ou la plèvre pariétale, on ne parle pas de la plèvre viscérale dans ce cas, c'est la plèvre pariétale qui est accolée à cette paroi thoracique. Là, ça fait classer une tumeur T3. De même, la présence d'un ou de plusieurs nodules dans le même lobe atteint, le même lobe où il y a la tumeur primitive, ça fait classer la tumeur en T3. Donc là, vous voyez, il y a une tumeur étendue à la paroi thoracique qui est classée T3, ou bien une tumeur qui va atteindre quel est le muscle qui est en dessous du poumon? C'est le diaphragme. Donc là, il y a une atteinte inférieure au niveau de la paroi thoracique et qui envahit le muscle diaphragmatique et ça fait classer la tumeur en T3. Un autre exemple d'une tumeur qui atteint la paroi thoracique, donc elle va envahir le muscle et les côtes en regard. Pour les tumeurs T4, ce sont des tumeurs qui vont atteindre directement le médiastin, le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, le nerf laryngé récurrent, l'œsophage, le corps vertébral, la carène, donc tout composant du médiastin, quand il est atteint, fait classer la tumeur en T4, ou bien des tumeurs qui ont une taille supérieure à 7 cm font classer la tumeur en T4, ou bien la présence d'un nodule tumoral distinct dans un même lobe du poumon atteint. C'est-à-dire, par exemple, si on a une tumeur qui naît au niveau du lobe supérieur du poumon droit, si on a un autre nodule dans un lobe inférieur du poumon droit, ça fait classer la tumeur en T4. Là, vous avez une tumeur T4 qui atteint le médiastin, donc on n'arrive pas à faire la part des choses entre la tumeur primitive et les constituants du médiastin. Et là, une tumeur qui envahit le tronc de l'artère pulmonaire. On passe maintenant à la classification ganglionnaire pour le N. Pour les tumeurs classées N1, ce sont des tumeurs qui ont des ganglions, soit intrapulmonaires, comme vous voyez ici, dans le poumon directement, soit péribronchiques ou périhilaires. Donc, tout ce qui est atteinte en intrapulmonaire ou bien en péribronchique ou hilaire fait classer les ganglions en N1. Pour les atteintes N2, ce sont des atteintes ganglionnaires médiastinales homolatérales. Par exemple, si on a une tumeur avec une atteinte ganglionnaire médiastinale homolatérale, ça fait classer l'atteinte ganglionnaire en N2, ou bien des atteintes ganglionnaires sous la carène. Ça fait classer l'atteinte ganglionnaire en N2. Pour les N3, c'est une atteinte des ganglions médiastino-contralatéraux. Par exemple, si on a une tumeur au niveau du poumon gauche et on a une atteinte ganglionnaire médiastinale contralatérale au niveau du côté droit, ça fait classer N3, ou bien au niveau du hile contralatéral, ou bien une atteinte ganglionnaire susclaviculaire, qu'elle soit du même côté du poumon ou du côté contralatéral. Cela fait classer l'atteinte ganglionnaire en N3. Pour l'atteinte métastatique, le M1A est défini par la présence d'un nodule tumoral distinct dans un lobe contralatéral. Par exemple, on a une tumeur au niveau du poumon droit avec un autre nodule du poumon contralatéral, du poumon gauche. Là, ça fait classer la tumeur en M1A. Ou bien la présence de plusieurs nodules pleuraux, ou d'une pleurésie maligne, ou bien d'une péricardie. Et là, ça sous-entend qu'on doit avoir une preuve histologique de confirmation de cet épanchement pleural ou péricardie qui confirme la présence
de cellules néoplasiques. Là, ça fait classer l'atteinte métastatique en M1A. Les M1B, ce sont la présence de métastases extrathoraciques mais uniques. Et les M1C, ce sont les métastases extrathoraciques multiples. Au terme de cette classification PNN, on va classer la tumeur en stade et ça va faciliter la prise en charge thérapeutique des patients. Pour le volet thérapeutique des cancers bronchopulmonaires, nous disposons de plusieurs moyens thérapeutiques qui peuvent être utilisés de manière exclusive, c'est-à-dire on peut faire appel à un seul moyen thérapeutique ou bien à une association de plusieurs moyens thérapeutiques. Et la décision thérapeutique se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les différents spécialistes d'organes vont se concerter à propos du dossier du patient et vont prendre la décision adéquate par rapport au traitement approprié au cas particulier du patient. Donc, pour le poumon, nous disposons de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et ces dernières années, nous avons vu l'essor de nouvelles molécules qui sont représentées par les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Nous allons commencer par la chirurgie. Bon, la chirurgie représente la pierre angulaire des carcinomes non anticellules. Et pour ce type histologique particulier, nous allons faire appel à deux types d'interventions chirurgicales, soit une pneumonectomie, on va enlever tout le poumon, soit une lobectomie, on va enlever un lobe ou au maximum deux lobes. Et cette chirurgie doit être associée obligatoirement à un curage médiastino-hilaire, c'est-à-dire qu'il faut non seulement enlever la tumeur primitive, mais il faut s'intéresser au curage de la zone de drainage lymphatique habituelle de cet organe touché pour réaliser le curage médiastino-hilaire. Donc, la lobectomie consiste à enlever, comme on a dit, un seul lobe ou au maximum, on peut faire appel à une bilobectomie pour le cas du cancer bronchopulmonaire à droite. Si on va enlever tout le poumon, ça va être une pneumonectomie. La voie d'abord la plus utilisée, c'est une thoracotomie postérolatérale. Le patient est mis en décubitus latéral et il y a une incision artiforme qui va faciliter l'abord de l'organe touché par ce cancer. Actuellement, il y a eu le développement de la chirurgie vidéo assistée. Donc, elle intéresse plutôt les tumeurs de petite taille. L'incision chirurgicale est plus courte, elle est plus limitée et elle va permettre d'écourter la durée d'hospitalisation. Il y a forcément moins de complications, moins de morbidité et moins de mortalité liées à cette chirurgie. Le compte-rendu histologique de la chirurgie doit obligatoirement contenir dans les données le type histologique de la tumeur, le degré de différenciation, s'il s'agit d'une tumeur bien différenciée, moyennement différenciée ou indifférenciée, l'état des marges d'exérèse, le chirurgien doit passer en marge saine, c'est-à-dire qu'il doit enlever toute la tumeur et laisser une marge saine pour enlever la tumeur en résection complète. Donc, le compte-rendu opératoire doit spécifier si les marges d'exérèse sont saines ou bien s'il y a un résidu, qu'il soit microscopique ou macroscopique, qui a été laissé en place. Et il doit aussi préciser l'atteinte ganglionnaire. Parmi les ganglions qui ont été intéressés par le curage ganglionnaire, combien il y a de ganglions sains et combien de ganglions qui ont été atteints par l'extension tumorale. La chirurgie est dénuée malheureusement de plusieurs complications. Il y a une mortalité post-opératoire qui était très importante, mais avec l'amélioration des techniques de réanimation post-opératoire, nous sommes passés à un taux de mortalité post-opératoire qui est inférieur à 1%. Par contre, les complications infectieuses sont très importantes. Elles sont l'origine d'une mortalité élevée aux alentours de 25%. Il y a aussi des complications thromboemboliques à type de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs ou bien d'embolie pulmonaire en post-opératoire immédiat. Les problèmes d'atélectasie et d'insuffisance respiratoire, de fistules hémorragiques qui surviennent dans 5 à 10% des cas.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à la chirurgie? Le deuxième volet thérapeutique est représenté par la radiothérapie. Donc, la radiothérapie a deux volets. Soit elle est indiquée d'une manière curative, soit elle est indiquée d'une manière palliative. Et pour les deux modalités de cette radiothérapie, on doit procéder à une préparation, c'est-à-dire on va avoir le patient à la consultation de radiothérapie, de précentrage, on va lui expliquer le but de cette radiothérapie et par la suite, le radiothérapeute va définir ce qu'on appelle le volume cible, le volume qu'on va irradier, qu'on va traiter. Donc, dans le cadre d'une tumeur qui sera traitée à visée curative, le volume à traiter va intéresser, si on a une tumeur en place, la tumeur et les ganglions satellites. Et si on a une tumeur qui a été opérée, si on vient au post-opératoire, ça sera le lit tumoral. La dose va différer en fonction du type histologique des tumeurs pulmonaires. Pour les tumeurs non apicellulaires, on va délivrer une dose de l'ordre de 64 voire 66 Gray. Et pour les petites cellules, les tumeurs apicellulaires, la dose va être un peu inférieure à celle des tumeurs non apicellulaires et ça va être une dose de 54 Gray. La dose par séance est de 2 Gray par séance et ça sera 5 séances par semaine tout au long de la période du traitement. Un petit aperçu sur cette radiothérapie. On a bénéficié actuellement de l'apport de l'imagerie diagnostique et des logiciels de planification de traitement pour pouvoir définir les volumes cibles en radiothérapie. On définit un volume cible, un GTV, volume tumoral macroscopique, par l'imagerie initiale. Donc, on va se baser sur l'imagerie initiale pour définir la tumeur à proprement dit et ses extensions macroscopiques qui vont être contourées, délignées sur les différentes groupes du scanner dosimétrique. Ces extensions macroscopiques vont être définies par la clinique, par l'endoscopie et par l'imagerie pré-thérapeutique et on peut s'aider aussi par le PET scanner qui va nous indiquer les différentes extensions macroscopiques de la tumeur. On va définir un autre volume un peu plus grand que le GTV, c'est le volume cible anatomoclinique, le CTV, qui est représenté par le GTV, la tumeur macroscopique ou bien le lit tumoral, auquel on rajoute une marge de sécurité. Et cette marge tient compte des possibles extensions microscopiques tout autour de la tumeur. Donc, on va, grâce aux volumes qui ont été définis, planifier notre radiothérapie. C'est une radiothérapie conformationnelle en 3 dimensions. Elle va tenir compte du volume à irradier et nous travaillons en étroite collaboration avec les physiciens pour nous proposer des champs d'irradiation qui vont intéresser les volumes cibles déjà définis sur le scanner dosimétrique. Donc, cette radiothérapie a des complications à type d'œsophagite. C'est une inflammation de l'œsophage qui survient au cours de radiothérapie et parfois elle se continue la première voire la deuxième semaine après la radiothérapie et on peut avoir aussi des radioépithélies, c'est-à-dire une inflammation et une réaction au niveau de la peau, ce qu'on appelle aussi une radiothermite. Pour la radiothérapie à visée palliative, donc si on est au stade de soins palliatifs, on peut faire appel à la radiothérapie pour pallier aux symptômes d'une compression médulaire, pour pallier aux symptômes d'une métastase cérébrale ou osseuse, ou bien pour un syndrome cave supérieur. Qui peut me définir un syndrome cave supérieur? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Sur le plan clinique, c'est un comblement des creux sus-claviculaires, œdème du cou, circulation veineuse collatérale thoracique. Parfait. Donc, le syndrome cave supérieur, il est dû à la présence d'une obstruction ou d'un obstacle sur la circulation de la veine cave supérieure. Et dans ce cas, l'obstacle peut être par une compression extrinsèque ou bien par
un envahissement direct de cette veine cave supérieure. Et cela va engendrer un comblement des creux claviculaires, une bouffissure du visage, surgescence des veines jugulaires. Donc, cela constitue le syndrome cave supérieure. Le symptôme majeur dans ce plan, le patient, c'est la dyspnée. En général, c'est une dyspnée qui peut nécessiter une oxygénothérapie et cela représente une urgence thérapeutique. Donc, on peut faire appel à une radiothérapie à visée décompressive pour décomprimer cette compression de la veine cave supérieure et améliorer les symptômes liés à cette compression. Le troisième volet du traitement des cancers bronchopulmonaires fait appel à la chimiothérapie. Donc, il y a plusieurs protocoles à base de sel de platine. Ce sont des molécules particulières comme la cisplatine ou bien la carboplatine. Donc, que ce soit un carcinome non apicellule ou bien un carcinome apicellule, on fait appel au sel de platine en l'absence de contre-indication et à plusieurs types de molécules. Ça dépend du type histologique de la tumeur. Donc, les complications liées à cette chimiothérapie sont surtout infectieuses. Elle est représentée majoritairement par la neutropénie fébrile. Elles peuvent être hématologiques à type de neutropénie et de thrombopénie. Ces complications aussi peuvent être digestives à type de nausées, vomissements ou de mucite. Et il peut s'agir aussi de neuropathie périphérique. Cette chimiothérapie peut être exclusive ou bien elle peut être associée à une autre modalité thérapeutique. Et pour les associations de la chimiothérapie avec la radiothérapie, on peut parler d'une association concomitante, c'est-à-dire qu'on va délivrer cette chimiothérapie en même temps que la radiothérapie, ou bien ça peut être une association séquentielle à type d'une association entre chimiothérapie et radiothérapie. L'une des modalités va venir après la première modalité. Pour les indications thérapeutiques, on va commencer par les carcinomes non apicellulaires. Une fois le diagnostic positif est posé, on va évaluer l'état général du patient et on va demander un bilan d'opérabilité. Donc, en l'absence de comorbidité, et on va évaluer le bilan de l'hôte à la recherche d'une pathologie cardiaque ou respiratoire sous-jacente, à part le cancer bronchopulmonaire. Donc, on doit bien évaluer sur le plan cardiaque par un ECG, une échographie, une épreuve d'effort. Et sur le plan respiratoire, il faut explorer par une exploration fonctionnelle et avoir parfois le recours à une scintigraphie pulmonaire de perfusion ou de ventilation pour apprécier l'état du patient. En cas de cancer bronchopulmonaire non apicellule, non métastatique, et si la tumeur est vraiment localisée au poumon, si elle est opérable, état général et extension de la tumeur, on va proposer la chirurgie de prime abord. Cette chirurgie va être complétée ou pas par un traitement, ce qu'on appelle un traitement adjuvant, qui est complémentaire à cette chirurgie, qui vient après la chirurgie. Et ce traitement peut être présenté par la chimiothérapie, par la radiothérapie ou bien par les deux modalités thérapeutiques. Donc, pour un cancer bronchopulmonaire non apicellule, non métastatique, on peut opérer non seulement par l'état général du patient, mais aussi par l'extension de la tumeur. On va proposer la chirurgie, plus ou moins une autre modalité thérapeutique selon le résultat de l'anapathie définitive en post-opératoire. Si la tumeur est jugée non opérable par une extension loco-régionale importante, ou bien si le bilan de l'hôte s'avère non favorable à une chirurgie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un risque de morbidité et de mortalité élevé en post-opératoire. Le standard est d'associer une radiothérapie et une chimiothérapie concomitante. Bien sûr, on ne peut associer la chimiothérapie à la radiothérapie qu'en vérifiant qu'il n'y a pas de contre-indication à cette chimiothérapie. Si on peut associer une radio et chimiothérapie concomitante, c'est le standard thérapeutique. Sinon, on va indiquer soit une chimiothérapie première suivie d'une radiothérapie, soit une radiothérapie exclusive.
Donc, c'est clair. Opérable, tumeur opérable non métastatique, chirurgie, plus ou moins un traitement adjuvant complémentaire. Si la tumeur ou l'autre n'est pas opérable, le standard fait appel à une radiochimie concomitante avec des options thérapeutiques s'il y a une contre-indication à cette association thérapeutique. Est-ce clair? Oui, madame. Donc, les indications pour le bronchopulmonaire, vous n'avez pas besoin de retenir la classification TNF. C'est clair, il faut avoir ce schéma thérapeutique dans vos têtes. Pour les cancers non apicellus métastatiques, on va évaluer l'état général du patient. Si l'état général le permet, on va indiquer une chimiothérapie. On va indiquer une radiothérapie palliative s'il le faut. En cas de compression médulaire, de métastase cérébrale, en cas de syndrome cave supérieur, on va indiquer aussi une radiothérapie palliative. Ça se discute au cas par cas. Et on peut dire qu'on est au stade de soins palliatifs. Il ne faut pas oublier ce volet. Il faut essayer à pallier tous les symptômes liés à la présence de cette maladie métastatique. Donc, il ne faut pas oublier de prescrire des antalgiques, que ce soit du premier, deuxième ou troisième palier, des traitements symptomatiques, de l'oxygénothérapie s'il le faut. Donc, il ne faut pas oublier ce volet de soins palliatifs pour les cancers métastatiques. Pour le deuxième type histologique, le carcinome à petites cellules, on va distinguer les formes localisées des formes disséminées. Pour les formes localisées, on va indiquer une radiothérapie et chimiothérapie, toujours en vérifiant les contre-indications liées à cette chimiothérapie, et on va indiquer une radiothérapie cérébrale prophylactique. Est-ce que vous avez une idée sur le justificatif de cette radiothérapie cérébrale prophylactique? Non. Généralement, les carcinomes à petites cellules sont des carcinomes qui sont agressifs, qui ont un pronostic réservé, et ce pronostic est lié à la présence de métastases cérébrales. Dans la plupart des cas, on découvre un carcinome à petites cellules au stade métastatique, et les métastases cérébrales sont les plus présentes au moment du diagnostic au stade métastatique. Donc, même après un traitement d'un cancer bronchopulmonaire à petites cellules non métastatiques, on a vu dans l'évolution et l'évaluation post-thérapeutique que plusieurs patients développent des métastases cérébrales, même dans les mois qui suivent le traitement initial. Donc, pour cela, on indique une radiothérapie cérébrale prophylactique, disons pour retarder ou prévenir l'apparition de métastases cérébrales, si on opte pour un traitement curatif pour les formes localisées. Pour les formes disséminées, c'est-à-dire les formes qui ont un volume tumoral très important qui ne permet pas une radiothérapie à visée curative, ou bien pour les formes qui ont des métastases à distance, on va indiquer une chimiothérapie palliative en vérifiant les contre-indications liées à cette chimiothérapie, une radiothérapie palliative qui va intéresser les sièges métastatiques, toujours pour pallier aux symptômes, et les soins palliatifs. C'est un volet important à ne pas oublier en cas de forme métastatique. Pour les résultats thérapeutiques des cancers bronchopulmonaires, on va distinguer les deux sous-types histologiques. Pour les carcinomes non à petites cellules, on a une survie globale à 5 ans qui est variable en fonction des stades. Donc, plus le stade est avancé, plus le pronostic est réservé et plus la survie est forcément mauvaise. Donc, pour les stades 1, ce sont des tumeurs qui sont localisées au niveau du poumon. Le taux de survie à 5 ans est estimé à environ 45%. Par contre, si on avance dans le stade, pour les tumeurs de stade de 3B, donc des tumeurs qui ont une taille tumorale assez importante ou une atteinte ganglionnaire assez importante, par exemple une extension au niveau du médiastin, au niveau sous la carène, ce sont des tumeurs de mauvais pronostic qui ont une survie à 5 ans de l'ordre de 5%. Et on entend par la survie, par le résultat thérapeutique lié au traitement de chaque stade thérapeutique. Donc, si on part de 100 patients au temps T0, au bout de 5 ans, on va évaluer nos résultats thérapeutiques.
Si on part avec 100 patients avec un stade 3B au T0, à 5 ans, nous avons 5 patients survivants sur les 100 patients qu'on a traités il y a 5 ans. Pour les stades 4, qui comprennent entre autres les stades métastatiques, c'est une survie aux alentours de 1%. Concernant les carcinomes à petites cellules, pour les formes localisées, on a une survie à 3 ans de 20%. On n'arrive pas à exprimer la survie à 5 ans. C'est pour dire que ces carcinomes à petites cellules ont un pronostic encore plus réservé, plus sombre que les carcinomes non à petites cellules, même si elles sont au moment du diagnostic à un stade localisé. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux indications thérapeutiques et par rapport au traitement des cancers non à petites cellules et à petites cellules? C'est clair? Oui, madame. Donc, pour la surveillance, on va préconiser pour les 2 types histologiques une surveillance tous les 3 mois pendant 2 ans. Par la suite, ce sera une surveillance semestrielle tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. Et au-delà de 5 ans, on va indiquer une surveillance tous les ans. Et cette surveillance va se baser sur l'examen clinique et sur une imagerie thoracique. Le plus souvent, on fait appel à une TDM thoracique. On aura besoin parfois de coupe abdominale et ou cérébrale pour explorer les sites potentiellement métastatiques et c'est en fonction des symptômes. Donc, on se base essentiellement sur l'examen physique, clinique et sur la TDM thoracique dans la surveillance post-thérapeutique. Donc, le cancer bronchopulmonaire, c'est le premier cancer en Tunisie et dans le monde. Malheureusement, le diagnostic est tardif. Souvent, le diagnostic est fait à un stade souvent métastatique. Il a un mauvais pronostic, mais ce cancer peut être prévenu. On a une prévention qui peut être faite d'une manière active et on doit lutter contre le tabagisme qui représente le premier facteur responsable du cancer bronchopulmonaire. Quasiment 99% des cancers bronchopulmonaires sont liés au tabagisme. Donc, il faut insister sur la lutte contre le tabagisme pour prévenir l'apparition de ce cancer de mauvais pronostic. Là, je vois une question. Il y a beaucoup de parties dans les diapositives où il n'existe pas dans le polycope, comme les complications et surveillance. C'est l'intérêt du cours. Donc, c'est l'intérêt du cours en présentiel ou à distance. On va compléter ce qu'il y a sur le polycope. On ne peut pas tout mettre sur le polycope. Donc, il y a des spécificités qui sont liées au cours présentiel. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer le diapo sur Moodle ou sur Vous email? allez les trouver sur votre plateforme, oui. Vous allez trouver les diapositives. Merci beaucoup. Merci à vous.